Pourquoi l'industrie transforme les aliments? Parce que la consommation aujourd'hui, c'est vite, vite, vite. C'est question de capitalisation un petit peu. Là. C'est pour faciliter la vie des gens. Pour que ça dure plus longtemps. Pour des raisons de date de validité de consommation, je pense. Je pense qu'il y a un certain côté à créer une dépendance. Je pense qu'il y a peut-être un rapport aussi avec le prix. Dans le premier épisode, nous avons constaté que la majorité des aliments consommés ont subi une forme de transformation physique, qu'ils soient préparés à la maison, transformés en industrie ou cuisinés au restaurant. Cette semaine, Au fil de l'alimentation poursuit son analyse de l'offre alimentaire québécoise. Regardons ensemble son évolution d'hier à aujourd'hui. Au 18e siècle, l'empereur Napoléon Bonaparte offre une récompense faramineuse à quiconque développerait une méthode fiable de conservation des aliments permettant de nourrir ses armées. C'est donc à la fin du 18e siècle que Nicolas Appert élabore une technique de conservation de la nourriture dans des bouteilles de verre stérilisées. En 1802, Ossip Krichevski, un médecin russe, invente dans un contexte industriel et grâce aux techniques de déshydratation le lait en poudre, facilitant ainsi la conservation et le transport de ce breuvage nutritif. En 1810, Peter Durand, un Britannique, invente la boîte de conserve en fer blanc, plus résistante au choc que le contenant de verre. En 1890, John H. Kellogg, un jeune médecin américain cherchant à améliorer l'alimentation de ses patients, concasse les grains de blé et de maïs, les fait cuire à la vapeur avant de les rouler et de les faire dorer au four. Il invente alors les premiers flocons de maïs que l'on connaît aujourd'hui sous l'appellation cornflakes, des céréales plus digestibles grâce à leur transformation. En 1916, lors de la Première Guerre mondiale, alors qu'un vent de découragement souffle sur les troupes, des conserves contenant des repas complets firent leur apparition sur les champs de bataille. Raviolis et spaghettis à la bolognaise pour les soldats italiens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les aliments congelés connaissent une véritable montée de popularité. Les métaux étant alors en grande demande, les boîtes de conserve étaient plus rares et plus coûteuses. En 1950, il y a plus de bouches à nourrir et la femme travaille à l'extérieur du foyer. Les repas changent peu à peu de forme. On veut de la variété et de la rapidité. Les repas congelés sont à l'honneur. Dans les années 80, la cuisine rapido presto prend place. Les temps changent et souvent les deux membres du couple occupent un emploi. Le temps consacré à cuisiner diminue. Les plats congelés et les restaurants prennent de plus en plus de place dans les choix des Québécois pour s'alimenter au quotidien. Depuis l'an 2000, plusieurs grands enjeux teintent nos choix alimentaires et mènent à une offre alimentaire en explosion. Chaque année, des centaines de nouveaux produits arrivent sur le marché. Mais attention, les bons et les mauvais produits se retrouvent sur nos tablettes. Les procédés de transformation peuvent avoir un effet sur la qualité nutritive des aliments. C'est certain qu'on a des procédés qui vont réduire certains ou éliminer certains nutriments, comme si on parle des vitamines solubles lors de la cuisson des fruits, des légumes. Par contre, on a certains nutriments qui sont activés par le procédé de transformation. On peut parler de certains antioxydants, par exemple dans la tomate, que réduire la tomate en purée va permettre d'absorber ces antioxydants-là. Ce produit fabriqué en usine peut s'avérer excellent tant au niveau du goût que de ses ingrédients et de ses procédés de fabrication. Mais il peut aussi être un produit médiocre tant sur le plan gustatif, nutritionnel et être fait à partir de procédés moins intéressants. Il y a des aliments qui sont tellement salés à outrance, là, c'est dangereux, là, tellement il y a du sel. Prenons par exemple le sodium. Nous devons en consommer au maximum 2300 mg par jour. Voici 4 exemples issus de différents groupes alimentaires afin de présenter le taux de sodium de certains aliments. D'abord, un petit verre d'une demi-tasse de cocktail tomate et palourde fournit 20 % de nos besoins en sodium quotidiens. Un bagel nature en fournit 16 %.
Un grand verre de préparation de chocolat chaud commercial mélangé avec du lait 2 % fournit 12 % de nos besoins quotidiens en sodium. 2 tranches de jambon extra maigre fournissent 619 mg de sodium, ce qui représente 27 % de nos besoins. Il nous faut toutefois être conscient qu'en exigeant de l'industrie de diminuer le sel, le sucre et le gras, on peut affecter, entre autres, la durée de vie de nos aliments. La responsabilité revient à chaque individu de s'informer et de faire des choix éclairés, puisque l'offre est plus abondante que jamais sur nos tablettes. Pour certains producteurs, pour certains manufacturiers, c'est difficile de couper le sel parce que le produit change de goût. Et ça, si le produit change de goût, le client ne va pas l'acheter ou le client va le délaisser. C'est là, je pense, que le client que tout le monde a sa responsabilité aussi là-dedans. Là. Il n'y a pas juste les producteurs. Je dirais que la plupart des entreprises s'engagent, mais sur des périodes de X années, à y aller progressivement. Puis le consommateur qui continue à acheter le même produit, dans 5 ans, pourrait retourner en arrière et dire « Mon Dieu, c'était salé, épouvantable, puis aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. » Nos papilles gustatives s'habituent au goût salé, au goût sucré, au goût gras des aliments. Puis d'ailleurs, instinctivement, on préfère les aliments qui sont salés, qui sont sucrés. Donc, c'est très difficile pour l'industrie de pouvoir plaire aux consommateurs comme ça en réduisant, par exemple, les quantités de sel ou d'assaisonnement. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller le plus graduellement possible. Mais comment rééduquer nos papilles à la maison? Comme notre mode de vie change et que nous sommes plus sédentaires que nos ancêtres, notre mémoire pour le sel, le gras et le sucre exige d'être réinventée. Pour ce faire, voici 2 petits trucs pour modifier notre alimentation à la maison. D'abord, rincez vos légumes et vos légumineuses en conserve parce que la plus grande partie du sel est dans l'eau. Si vous êtes de ceux qui n'apprécient pas le goût des produits réduits en sel, une façon simple d'habituer vos papilles serait de mélanger les produits réguliers à ceux allégés. Réduisez la portion du produit salé jusqu'à ce que vous soyez habitué au goût du produit. Il faut aussi se rappeler que organique ou biologique ne veut pas dire moins gras, moins sucré ou moins salé. La clé, c'est d'avoir finalement les aliments qui vont être nutritifs et transformés. Donc, pourquoi ne pas, par exemple, un soir de semaine, si on arrive et qu'on manque de temps, on a envie d'une petite collation, mais je peux très bien servir un houmous fait par l'industrie. Je le sais que ça reste quand même un aliment qui est beaucoup plus intéressant que si j'avais servi des chips, par exemple. Donc, il faut quand même ne pas penser que l'industrie produit des aliments transformés et que automatiquement transformé égale pas bon pour la santé. Maintenant, depuis quelques années, on parle de tendance santé, donc réduction du sodium, réduction du sucre, remplacer des ingrédients dont on ne connaît pas la signification par des ingrédients qui sont beaucoup plus simples puis qui font le même travail. Puis on va en voir de plus en plus ce qu'on appelle les clean labels, alors des ingrédients où tu es capable de lire puis de comprendre ce que tu manges de A à Z. Tu vas avoir des réductions de sodium importantes dans beaucoup de produits. Mais il faut que l'industrie avance à la vitesse du consommateur. Il existe un éventail de nouveaux produits transformés allant du bon au moins bon. On peut appliquer quelques trucs comme faire l'épicerie à l'envers, lever et baisser la tête pour découvrir de nouveaux produits, planifier ses repas et faire sa liste d'épicerie pour éviter les achats impulsifs. Mais d'abord et avant tout, gardons toujours en tête qu'il faut avoir du plaisir à manger. Pour moi, le beurre, c'est un rehausseur de saveur, au-delà d'un élément de cuisson. Le sel, le poivre, on va venir relever, c'est un rehausseur de saveur, mais le beurre également. Si on veut faire un velouté, une crème, on peut rajouter, ou un risotto, un corps gras.